Donc on peut dire que l'origine ecclésiastique du village d'Ermenonville remonte à la nuit des temps, puisque à la toute fin du IXe siècle, on sait que l'origine du mot Ermenonville est issue de la présence d'un évêque, un obscur évêque qui s'appelait Irminon ou Hermann, on ne sait pas trop, et qui est venu établir à l'emplacement d'un marais difficilement praticable une villa sur pilotis, et cet évêque s'appelait Irminon. C'est peut-être lui qui est devenu d'ailleurs évêque de Senlis. Villa d'Irminon donnera Irmenonville et Ermenonville par déformation. Nous savons aussi également que Ermenonville est traversée par une route extrêmement importante, et c'est évidemment la route qui va de Senlis à Meaux. Cette route est une route extrêmement commerçante, et elle permettait, depuis les temps les plus reculés, d'accéder aux riches foires de Provins, de Troyes, de Meaux, etc. D'où l'importance pour les seigneurs du village d'avoir un contrôle efficace sur cette route. Et comme il y avait beaucoup de voyageurs qui l'empruntaient, que c'était aussi une route d'invasion, il y a eu très tôt une maison commune qui a été dressée probablement à l'emplacement du quartier dit de la Madeleine, puisque tel est son nom, cette maison qui accueillait les malheureux épuisés par les guerres, par le mouvement incessant du déplacement, dans cette maison ecclésiastique dédiée donc à Sainte-Madeleine. Au XIIIe siècle, c'est la période qui va nous intéresser pour le lieu de notre église, Marguerite de Milly va épouser Raoul le Bouteiller. Raoul le Bouteiller, c'est l'un des comtes de Senlis, qui sont aussi les seigneurs du village, et Marguerite de Milly va, elle, créer la première église dans un endroit d'ailleurs qui n'est pas très commode, puisque nous sommes ici sur l'emplacement d'un grand carreau. Le carreau, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une dalle de grès. Nous avons beaucoup de grès dans la région, des graisières, notamment dans le bois de Perthes. Et ce carreau, ben, il en reste encore des traces à côté d'ici, sur la place de la Poste, où il y a même des maisons qui sont bâties dessus. On a bâti une première église à cet emplacement, et évidemment, la crypte de cette église était très étroite parce qu'elle était taillée dans le roc. On peut dire aussi que pour les seigneurs du village, très tôt, eh bien, le service divin du château va être assuré, notamment par l'abbaye des Rivaux. Il est convenu que c'est un abbé qui viendra dire la messe dans la chapelle du Châtelain, et elle est dédiée, cette chapelle, à Saint-Nicolas. Le marquis de Girardin, au XVIIIe siècle, l'utilisera encore. Et cette chapelle se trouvait située sous l'escalier d'honneur du château, qui a été bâti en 1733, mais en dessous, on a conservé un petit espace derrière la tribune d'accueil du château, et c'est là que la messe des châtelains se disait. Il y a déjà une activité dans la maison commune, celle du village, qui est l'église proprement dit. Alors elle n'a pas la taille de l'église actuelle, mais déjà c'est à cet endroit que l'on sonne le tocsin, que l'on se rassemble pour les événements intéressant la communauté, en cas de guerre évidemment, on veut s'y réfugier. On se rappelle notamment de la Grande Jacquerie. En 1351, les Jacques se sont peut-être rassemblés ici, puisque vous savez qu'après, grâce à la ferveur, disons, redoutable de Charles le Mauvais, ils vont être massacrés et probablement jetés dans un endroit qui s'appelle toujours ici, à proximité du village, le Trou-Jacquin. Au XVIe siècle, le seigneur du village, c'est Bertrand Lorfèvre, et il a épousé Valentine L'Huillier de Manican. Cette dame puissante et extrêmement pieuse va prendre la décision de faire agrandir cette église. Alors, la partie la plus ancienne de l'église d'Ermenonville, c'est la partie qui se trouve située près de l'escalier qui permet d'accéder dans les combles. Et à cette époque, on va rebâtir l'église d'une façon tout à fait conséquente. On va élargir les travées, les chapelles latérales vont être surmontées, puisqu'elles étaient notamment assez peu loties, et on va aménager évidemment la structure même de l'église telle que nous la voyons aujourd'hui. Valentine L'Huillier de Manican va être à l'origine d'un événement important qui est la fondation de la lampe. Cette fondation consiste à rétribuer une foule de villageois, on sait qu'ils étaient environ 40 parmi les plus notables, pour entretenir
le feu sacré, la présence divine perpétuelle, jour et nuit, dans l'église d'Ermenonville. Et pour ce faire, elle va donner 5 arpents de terre pour l'entretien de cette fondation. La période qui va nous intéresser tout de suite après, qui va lui suivre, c'est le XVIIe siècle, parce que le XVIIe siècle ici voit une transformation radicale, c'est celle du maître-autel de l'église. En 1600, Dominique de Vic va acheter la terre d'Ermenonville pour 36 000 écus. C'est un personnage haut en couleur, il est l'un des conseillers du roi, c'est un grand soldat, et ce grand soldat va même accueillir, nous pensons qu'il a accueilli Henri IV au tout début donc, du XVIIe siècle à Ermenonville. D'ailleurs, le roi entendra probablement une messe dans cette église, et ensuite il ira planter un tilleul symbolique sur la route du Plessis-Belleville. Ce tilleul a été rasé il y a quelques années, hélas, mais il était digne de la présence royale. Et vous savez que l'anecdote raconte que Henri IV, n'ayant pas d'argent sur lui ce jour-là, aurait jeté dans le trou de la plantation son éperon en or, et à chaque révolution, chaque guerre, à chaque fois que ce malheureux arbre a été arraché, détruit, puis replanté, on va s'empresser de fouiller la terre pour essayer de retrouver l'éperon royal qui ne l'a jamais été. Alors, en 1600, Henri IV est ici, Dominique de Vic est un personnage très haut en couleur, il a eu une jambe taillée à coups de sabre au siège de Saint-Bazeille, sur les bords de la Garonne, et finalement, il a décidé de se faire amputer parce qu'il sentait que la gangrène le menaçait. On lui a fait une jambe de bois, il est devenu le défenseur de Saint-Denis, et on sait qu'il a réussi si bien à défendre la nécropole des rois, près de Paris. Son ennemi, évidemment, un ultra-catholique, avait voulu prendre la place par surprise. Il a réussi à repousser l'assaut, à tuer le chef des insurgés et a évidemment refermé les portes de l'abbaye. Alors il est rentré au conseil, c'est un personnage extrêmement important, et le roi va lui permettre de rajouter sur ses armoiries, qui sont toujours les armoiries d'Ermenonville, les 2 mains enlacées, le lys royal. C'était une concession tout à fait exceptionnelle que le roi avait fait à son fidèle serviteur. En 1610, vous savez qu'Henri IV a été assassiné rue de la Ferronnerie par un dénommé Ravaillac, et que quelque temps plus tard, Dominique de Vic a voulu aller voir sur place comment les choses s'étaient passées. Alors quand il y a été, on a raconté qu'on lui avait montré la scène et qu'il a été saisi d'émotion. Il est rentré dans son hôtel parisien, il s'est alité, et quelques semaines plus tard, il décédait. C'est son frère, Méry de Vic, qui prendra possession du village d'Ermenonville, de la seigneurie d'Ermenonville, qui avait été érigée par le roi Henri IV en vicomté. Ce personnage, c'est Méry de Vic. Il aura une carrière aussi éblouissante d'ailleurs que son frère, puisqu'il deviendra le garde des sceaux du roi Louis XIII. Et c'est à cette époque que Méry de Vic, qui va décéder peu de temps après, va prendre la décision de transformer le chœur de l'Église. Ce sera d'ailleurs son fils qui terminera ces très importants travaux, qui s'appelle lui aussi Dominique, ce neveu, en souvenir de son oncle célèbre. Il sera d'ailleurs consacré évêque, il sera évêque d'Auch et de Corinthe, dans l'église d'Ermenonville. Il va être consacré, on a dit d'ailleurs que cette consécration avait été la plus belle célébration de tous les temps dans l'église du village. Alors, il faut s'attarder sur ce chœur qui a été réalisé sur les dessins d'un architecte qui s'appelle Simon Guillain. Simon Guillain va faire réaliser ses travaux par un monsieur qui s'appelait Jean Cailloux, et il va réaliser ce chœur quadrangulaire absolument magnifique avec ses colonnes en marbre. Et évidemment, les travaux vont coûter une somme extrêmement importante, puisqu'on a parlé de 1300 livres à peu près. Et on va demander évidemment à Barthélemy Prieur, qui était l'un des plus célèbres sculpteurs de son temps, de réaliser dans la niche à droite du chœur le buste en marbre du grand soldat à la jambe de bois, le défenseur de Saint-Denis. Et malheureusement, il n'y est plus ce beau buste, parce qu'il est resté ici jusqu'à la Révolution française, et au moment de la Révolution, les villageois ont pris la décision de le cacher. On l'a remis dans le chœur.
Le consulat arrive, Bonaparte vient ici en voisin puisque son frère Joseph a reçu la terre de Mortefontaine, et quand il vient ici, il vient avec un dénommé Vivant de Nom. Vivant de Nom, évidemment, est à l'origine des musées nationaux, et quand il a vu dans le chœur magnifique d'Ermenonville ce buste extraordinaire, il a voulu le récupérer, évidemment pour la création du musée du Louvre, hein, en l'occurrence. Donc ce buste a été récupéré, et puis il a été restitué à la famille de Girardin à la chute de l'Empire sous la Restauration. Il sera donné d'ailleurs par la famille de Girardin en dation à l'État vers 1902. Il était d'ailleurs dans les réserves du musée de Calais, parce qu'il y a une origine calaisienne dans la famille de Vic, et il est actuellement dans les dépôts du musée du Louvre. C'est une œuvre tout à fait importante. L'autre œuvre fondamentale de l'église d'Ermenonville, c'est le grand retable qui se trouve en plein milieu de ce magnifique monument, et il est d'un artiste absolument illustre. Il s'agit de Louis Finson, dit Finsonius. Finsonius est né à Bruges, et il était lui-même issu d'une famille d'artistes très célèbres. Son père était lui-même peintre. Il a voulu se rendre en Italie. Et quand il est arrivé en Italie, il est arrivé à Naples, et là il rencontre un personnage qui a été obligé de fuir les états pontificaux. Ce personnage, c'est Michelangelo Merisi, dit Al Caravaggio, le Caravage. Et quand il a rencontré le Caravage, Louis Finson a été ébloui par cette technique de peinture nouvelle, ces clairs-obscurs, l'effet de la lumière, et il va devenir non seulement son élève, mais il sera son commanditaire. C'est lui qui sera chargé de vendre les tableaux du maître. Et puis il va passer par Montpellier. Et c'est là que ça nous intéresse, parce qu'à Montpellier, il rencontre Dominique de Vic, qui est en train de faire la réfection du chœur d'Ermenonville. Il dit, puisque vous remontez chez vous dans les Flandres, vous allez passer par Paris. Oui, on sait qu'il y est resté 3 mois à peu près. Eh bien, passez donc par Ermenonville, j'ai du travail pour vous. Ah bon? Oui, je voudrais que vous me fassiez un grand retable. Très bien. Et quel est le sujet? Ben, écoutez, nous, le saint récurrent dans notre région depuis des siècles, c'est Saint-Martin. Saint-Martin partageant son manteau avec un pauvre. Vous savez que la scène s'est passée au IVe siècle de notre ère, près de Amiens. Alors pourquoi ce grand général romain a-t-il coupé sa toge écarlate des Césars en deux? Pourquoi n'a-t-il pas donné sa toge complète à ce pauvre malheureux qui mourait de froid sur le bord du chemin? Eh bien tout simplement parce que la moitié de ses effets appartenait à la République romaine. Et comme il était scrupuleusement honnête, il n'a donné à ce malheureux que la partie qui lui revenait. C'est l'un des très grands chefs-d'œuvre, peu connus, puisqu'il est probable que ce grand tableau de Louis Finson est l'une de ses œuvres ultimes, puisqu'il est mort 3 ans plus tard. Il est mort à Amsterdam. Et puis alors là, maintenant, nous allons passer au triptyque qui se trouve ici au-dessus des chairs, un triptyque du Quattrocento, c'est-à-dire un triptyque des années 1400 et plus, donc du XVe siècle, qui est ici par la donation de la princesse Radziwiłł au XIXe siècle. Seulement, ça nous pose un petit problème parce que nous savons que les marquis de Girardin, qui sont restés plus de 150 ans ici, eh bien, les marquis de Girardin étaient d'origine florentine. Ce sont les Gérardini de Florence. Et il est possible qu'en fait, la princesse Radziwiłł avait, dans son acquisition d'Ermenonville, ce triptyque dans les collections précédentes, qu'elle l'a conservé, elle a fini par en faire une donation à l'Église. La Vierge en majesté, Jésus au-dessus, Marie, l'archange Gabriel, donc ça c'est dans le dessus du tableau. De chaque côté de la Vierge en majesté, on peut voir Saint Jean avec un diacre, et de l'autre côté, Saint Augustin. Ce qui est assez intéressant, c'est la petite bande du bas qu'on appelle la prédelle. Cette prédelle représente diverses périodes de la vie de Sainte Catherine. Les armoiries qui sont représentées sont les armoiries en alternance de la maison de Médicis avec les damiers de la maison des Colonna, qui sont des familles évidemment florentines extrêmement importantes. Donc ce triptyque est là donc depuis 1880 environ. Ce calvaire est intéressant parce qu'il est dans un état proche de son origine. La polychromie, ce serait la polychromie d'époque.
Et il a peut-être été, ce Christ magnifique, il a peut-être été installé ici grâce aux poutres qui ont fait la croix, qui était peut-être une poutre de gloire de l'Église. Qu'est-ce que c'était que les poutres de gloire? C'était ces poutres que l'on posait sur les chapiteaux en bec de corbeau et qui traversaient la nef et sur lesquelles en général on plaçait une croix du Christ très importante, donc au-dessus des fidèles. Il est possible que ce soit ça, mais on n'en est pas certain. Au XIXe siècle donc, il va y avoir des périodes de restauration extrêmement importantes. D'ailleurs, l'Église sera déclassée parce qu'on estime qu'elle avait perdu de sa pureté d'origine. C'était à l'origine, depuis le XVIe siècle, une église halle, un peu comme à Montagny, pardon. Et donc, évidemment, les ouvertures qu'on a créées, les vitraux tout à fait étonnants qui ornent cette église, à partir de 1886 à peu près, eh bien, nous donnent à penser qu'on a fait des modifications importantes. Et je ne parle même pas du mobilier, on va y revenir. Voilà, l'autel de Saint-Sébastien, vous voyez qu'il est peint. On remarque tout de même quelque chose assez typique de la fin du XIXe siècle, qu'en haut ici, vous avez les armoiries des marquis de Girardin. Alors ça a été replacé dans un esprit un petit peu clin d'œil, et puis de montrer l'antériorité et la succession des seigneurs importants du village. De l'autre côté, vous avez l'autel de la Vierge. En fait, il y a en dessous une fresque du XIXe siècle, et on a rebâti par-dessus cette grande toile « Ego flus campi et lilium convallium », je suis la fleur des champs et le lys de la vallée. Ça, c'est vraiment aussi une création tardive. Bon, ça n'est pas une œuvre majeure, mais c'est quand même un décor assez extravagant. Regardez d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est surtout le cadre sculpté véritablement comme une dentelle. Autre élément extrêmement important, la bannière de Sainte-Madeleine. Parce qu'en 1832, ici, c'est le choléra. Il va y avoir plus de 3000 morts dans la région. Or, à Ermenonville, le prêtre de l'époque va faire une longue procession en partant du haut du village pour aller jusqu'en bas de l'autre côté. D'ailleurs, on encadrera les deux bouts de cette procession par deux calvaires. C'est à cette époque-là qu'on a installé les calvaires. Cette procession a été faite avec cette bannière. Or, à Ermenonville, miracle, il n'y a eu aucun décès. Les princes Radziwiłł prennent possession d'Ermenonville en 1878 et ils vont amorcer à partir des années 1880 une immense campagne de restauration. Les habitants aisés du village participeront évidemment à ces donations, mais vous voyez qu'ils vont refaire l'intégralité du mobilier. Le mobilier est néo-gothique, c'est typique du goût de cette époque. Il est fait dans de très beaux matériaux, hein, c'est du chêne blanc, il est très très beau. Les vitraux, on change absolument tous les vitraux. Au XVIIIe siècle, ici, il y avait un vitrail qui représentait Bacchus, un ange surveillant un tonneau, sur lequel on avait marqué que la boisson était le meilleur des bienfaits quand on était croyant. En gros, c'était ça. Donc c'était assez surprenant, mais tout ça va disparaître et on va remplacer. D'ailleurs, vous voyez, vous retrouvez dans le style, dans le mobilier qui accompagne les vitraux, les éléments architecturaux que l'on retrouve sur le mobilier lui-même. On est tout à fait dans la même eau. On va doter évidemment un très très beau buffet d'orgues. Les orgues vont être récupérés, je crois même achetés, à l'église de Saint-Vincent de Senlis, qui voulait avoir des orgues plus conséquents. Ces orgues ont joué pour la première fois à Ermenonville vers 1893, je crois, puisque c'était pour le mariage de Louise Tourneur et de Louis Ruet. Lui était graveur, elle était dessinatrice, et elle était évidemment la grande-tante d'une dame bien connue à Ermenonville et qui vient de décéder. Donc vous voyez que c'est quand même absolument étonnant. Vous voyez que toutes les appliques qui sont des bras de lumière, en fait, les lustres, bien entendu, ils ont même presque un esprit très surchargé orthodoxe russe, et les vitraux, eh bien, forment un ensemble tout à fait spectaculaire, sans parler de la rosace, évidemment, qui est là, les confessionnaux, la chaire, tout le mobilier date de cette époque. Et je ne parle pas des sols, puisqu'à cette époque-là, on a refait, bien entendu, le dallage, qui, heureusement, s'harmonise assez bien avec le chœur, ce qui aurait pu ne pas être le cas. En tous les cas, il y a un vitrail qui est intéressant
En bas, vous apercevez les armoiries des princes Radziwiłł. On aperçoit dans le quart inférieur gauche les 3 petits corps de chasse en hélice qui retracent en fait l'origine de leur fortune, puisque au XVIe siècle, le roi de Lituanie était à la chasse et Janusz Radziwiłł l'accompagnait. Le sanglier a chargé le roi est tombé, le sanglier lui est tombé dessus. Et en fait, Janusz Radziwiłł a tué le sanglier sur le dos de son maître. Janusz Radziwiłł, en se relevant, avait sauvé son roi, et son roi lui avait dit « Prends ton corps, Radziwiłł, aussi loin que tu sonneras, toutes les terres t'appartiendront. » Alors nous savons qu'il avait dû sonner très fort à ce moment-là, et que l'origine de la fortune des Radziwiłł s'était considérablement améliorée. Ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est de voir que Sainte Edwige, qui est représentée ici, c'est la patronne de la Pologne, eh bien, elle est représentée sous les traits de la princesse Constantin Radziwiłł. Elle arbore d'ailleurs autour de son cou symboliquement un collier de perles. Ce collier de perles, il est très connu puisque le fameux collier de perles Radziwiłł, il est beaucoup plus grand que celui qui est représenté. Il fait plus de 4 mètres de long. C'est le plus beau collier de perles fines du monde. Et quand on a enterré la princesse de Lee Radziwiłł, une de ses descendantes, dans le cimetière d'Armenonville, moi j'ai eu la chance d'assister à son enterrement en 66. En tant qu'enfant de chœur, eh bien, la tombe avait été fracturée plusieurs fois parce que les gens pensaient qu'elle avait été enterrée avec la rivière, évidemment, ce qui n'était pas le cas. Alors, la façade de l'église n'allait pas échapper à ces aménagements de la fin du XIXe siècle. En fait, jusque dans les années 1830, il y avait un petit auvent qui permettait aux paroissiens de s'abriter quand le temps était mauvais avant de rentrer dans l'église. Là, on va enlever tout cela et on va rebâtir la façade avec des contreforts, et puis vous voyez des sculptures, il y a 5 sculptures, Saint-Julien, Saint-Denis, Saint-Sébastien est l'un des saints récurrents dans notre église, Saint-Rieul, qui paraît-il avait transformé les habitants de Senlis en grenouilles pour qu'ils évitent de se faire massacrer, et il y en a encore un, c'est Saint-Denis. Donc tout cela a été aménagé à l'époque des princes Constantin Radziwiłł et de son fils Léon. Donc on a encore dans les combles, vous verrez sur les façades, on peut voir évidemment les fleurs de lys qui donnent un caractère très néo-gothique, mais en fait tout ça c'est vraiment très tardif, ça a été créé relativement récemment.